Dans un futur dystopique pas si éloigné de nous, un journaliste d'investigation convie 2 personnes, dont vous, à consulter les témoignages et preuves qu'il a collectés. Il enquête sur une étrange série de morts. Toutes sont liées à une technologie révolutionnaire en passe de devenir la norme parmi la population. Mais qui sont réellement les auteurs de ces morts ? Bioconservateurs, pirates informatiques ? Malveillance de la part des entreprises de la tech ? Dysfonctionnement dissimulé ? À la fin, vous seul aurez le dernier mot concernant la vérité sur toute cette histoire. Bienvenue dans Magma Bleu, épisode 3, premier témoignage, le fantôme du métaverse. Arnaud Lafont est un entrepreneur de Caen. Il dirige la petite, mais non moins réputée, société Illusio. Celle-ci travaille dans le domaine de la réalité mixte. Illusio, à l'origine, c'est une petite start-up née d'un hackathon. Puis elle a évolué au fil des ans et Gamma a rapidement vu son potentiel. Mais tout ça, c'était bien avant la fusion des géants de la tech en un seul consortium mondial. Arnaud Lafont affiche l'approche de la quarantaine et est assez dégarni. Souvent, les gens disent qu'il se dégage de lui un chouette dynamisme et une absence de formalisme. Tout du moins était-ce avant les événements dont je vais vous faire part. Toujours très propre et très soigné sur lui, il a un côté presque surfait que trahissent son rasage de près, son costume faussement haut de gamme de prêt-à-porter et sa montre à cadran classique bien visible. Avec son équipe, Illusio intervient auprès de nombreux métiers, du paysagiste pour concevoir sur place l'agencement 3D d'un jardin, à l'ébéniste pour qu'il puisse déterminer rapidement de quelle pièce de bois il aura besoin et avec quelle spécificité, en passant par le géant de restaurant qui souhaite garder un œil sur plusieurs postes à la fois durant un service. Parmi les collaborateurs d'Arnaud, il y en avait un appelé Henri Garcia. Arnaud voyait en lui un jeune homme plein de talent. Henri avait besoin d'une attention particulière, mais dès qu'on lui donnait un cadre précis, il pouvait abattre de très grandes quantités de travail sans sourciller. C'était en partie lié à son syndrome d'Asperger et son très haut potentiel intellectuel. C'est d'ailleurs pour ça qu'Arnaud l'avait embauché. Arnaud s'était inspiré de l'exemple d'une autre entreprise française. Cette dernière n'embauche que des personnes handicapées en se concentrant sur la force que peuvent apporter les différences de ces personnes. Et avec Henri, c'était la bonne pioche, puisque c'était un génie tout droit sorti d'un film, comme il aimait à le dire, jusque dans son look d'étudiant geek, même s'il n'avait que 30 ans, seulement. Pour Arnaud, embaucher un autiste était un vrai pari. Pour tout dire, il était même de ceux qui avaient soutenu la loi sur l'eugénisme positif qu'avait fait passer l'ancien ministre de la Santé et de la bioéthique. Une bioéthique qui n'était d'ailleurs là que pour mieux faire valoir le transhumanisme et faire accepter celui-ci dans la tête des gens. Mais Arnaud a vite changé d'avis au contact de Henri, qui, de surcroît, avait quelque chose d'attachant. Arnaud et Henri devinrent proches et, assez rapidement, Henri devint comme un petit frère pour cet entrepreneur qui était né fils unique. Le travail de Henri au sein d'Illusio consistait à adapter leurs différentes solutions métiers aux Gammascopes. Cette technologie révolutionnaire de lunettes de réalité mixte qui a pour ambition de remplacer tous les terminaux numériques. L'objectif était de pouvoir d'ores et déjà basculer plusieurs clients sur les G-Scopes, comme on les appelait communément, dès la sortie officielle de celle-ci. À ses heures perdues, c'est-à-dire presque tous les soirs, Henri côtoyait aussi le monde du hacking. Un fait dont Arnaud fut mis au courant lorsque Henri tomba sur un écueil lors de son travail. De par sa différence, Henri avait toujours besoin de s'imprégner d'un maximum d'informations avant de travailler sur un projet. Il avait donc commencé, à côté de son travail, à passer en revue tout le code relatif aux G-Scopes à sa disposition. Et il y est arrivé. Mais au cours de l'analyse du code qu'on lui avait fourni, Henri commença à remarquer que certaines fonctionnalités des G-Scopes étaient liées à d'autres fonctionnalités auxquelles nous n'avions pas accès. Toutefois, la façon dont les premières étaient conçues laissait peu de place au doute
sur l'usage de celles qui nous étaient inaccessibles. Allez, Henri, raconte-moi tout, tu me fais languir, là. Arnaud, tu le croiras ou non, mes désoscopes sont équipés pour scanner la cognition des utilisateurs grâce à leurs commandes synaptiques. Tu te fous de moi, là? L'humour et le mensonge ne font pas partie de mon fonctionnement. Arnaud esquissa un sourire, comme il ne pouvait s'empêcher de le faire à chaque fois qu'Henri arborait cette attitude décalée, pourtant si naturelle chez lui. Henri reprit. S'il n'y avait que ça, on a un plus gros problème. Il semblerait que le code contienne une faille permettant à n'importe qui y ayant accès de récupérer toutes les données des utilisateurs. Alors tu es en train de me dire qu'un développeur de chez Gamma aurait sciemment laissé une porte dérouillée dans le code? La question d'Arnaud était rhétorique. Il avait évidemment compris ce que Henri lui disait. C'est pire que ça, Arnaud. Celui qui a accès à cette faille peut directement voler les informations de qui bon lui semble, quand bon lui semble, directement sur les serveurs de Gamma ou dans la tête des gens. Quoi? Arnaud était médusé. On ne va pas se mentir, tout ça n'augurait rien de bon. Et pourtant c'était tellement grave que ça a laissé Arnaud sceptique. Dans un premier temps, Arnaud prit contact auprès de son référent chez Gamma, Eric Rouga. Ils n'ont rien voulu entendre et, à sa grande surprise, Arnaud s'est même pris une avoinée de la part de son référent. Occupez-vous donc de votre travail, Arnaud. Vous êtes sous contrat avec Gamma et ceci ne fait pas partie de vos prérogatives. Dans le doute, relisez donc les clauses de résiliation de notre collaboration. Arnaud se permit alors d'insister par email et demanda à Eric Rouga qu'on lui fournisse le code au complet. Il avança qu'il en allait de l'avenir de Gamma autant que de celui d'Illusio. Il proposa que Henri analyse le code sans que cela coûte le moindre euro à Gamma. La seule réponse qu'il reçut fut la visite imprévue de Judy Epst quelques jours plus tard. Ainsi, un matin, en se rendant à ses bureaux, une femme habillée d'un tailleur noir l'attendait devant la porte de ses locaux. Elle était en train de remplir sa cigarette électronique, ce qui laissait à penser qu'elle patientait depuis un bon moment. « Bonjour, monsieur Lafont. » fit-elle d'une voix hautaine en le voyant. « Bonjour madame, à qui ai-je l'honneur ?»« Rentrons si vous le voulez bien, nous discuterons à l'intérieur. » Ce n'est qu'une fois installée dans la salle de réunion qu'elle daigna se présenter. « Judy Epst. Je suis chargée de relations au sein de Gamma. » « Et que me vaut votre présence, madame? Notre discussion ne pouvait-elle pas avoir lieu en VVR ?» Vous savez, malgré toute la technologie qui existe, rien ne vaut le contact humain. Dit Judith sur un ton malaisant. Et puis avec Perloup, joindre votre vie m'a pris seulement 20 minutes. Elle reprit. Je crois savoir que vous avez eu votre référent en ligne, voilà peu. En effet... Vous devez cesser de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Comme vous l'a dit mon collègue, votre attitude sort totalement de vos prérogatives. Mais madame... Judith l'interrompit en tapant du poing sur la table. Que ce soit bien clair, monsieur Lafont. Un mot de plus et notre partenariat prendra fin. Et cette fin pourrait bien prendre une tournure des plus inattendues. La réaction disproportionnée de Judith et ses menaces à peine voilées laissèrent Arnaud dans un état de sidération. Judith reprit d'un ton beaucoup plus calme et courtois. À présent, j'ai affaire. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur Lafont. Cette réaction démesurée laissa Arnaud pantois. Henri voulait alors récolter les données manquantes pour découvrir ce qui se tramait. Sa curiosité était piquée au vif. Que cachait réellement Gamma? Illusio étant soumis à un secret professionnel digne de la guerre froide, impossible pour Arnaud de demander des avis extérieurs. C'est là que Henri parla à Arnaud de son activité extra-professionnelle, le hacking. Cela pourrait prêter à sourire, mais Henri faisait partie d'un groupe de hackers très réputés, les Nekonata. Le genre de hacker à vous retrouver un pédophile en quelques heures, après quoi ils effaçaient sa vie numérique pour le faire payer quand le système judiciaire ne faisait pas son travail. Bref, des justiciers anonymes très critiqués pour leur méthode, mais dont on ne peut toutefois pas nier l'efficacité.
Arnaud, lui, n'aimait pas beaucoup ça. Il était de ceux qui croyaient encore au système, et respecter ce dernier faisait partie de son éthique. Mais il ne pouvait pas fermer les yeux sur les découvertes de Henry et la réaction de Gamma. Le risque était trop grand. Henry alors avait un projet ambitieux qu'il souhaitait proposer à ses collègues hackers. Ni plus ni moins, hacker Gamma, afin de trouver les données manquantes pour confirmer sa théorie. C'était risqué, incroyablement ambitieux, et s'ils y arrivaient, il leur resterait encore à chercher une aiguille dans une grange pleine de bottes de foin un jour de tornade. Délirant, mais pas infaisable. De son côté, Arnaud souhaitait en savoir le moins possible. Fais ce que tu as à faire. Comprends qu'en cas de problème, moins j'en sais, mieux je me porte. Dit-il à Henry. Arnaud se disait naïvement que si Henry et ses collègues réussissaient, alors soit Gamma corrigerait son problème, soit Illusio pourrait éviter des pertes importantes en stoppant sa collaboration avec Gamma. Dans les deux cas, Arnaud était gagnant. Par la suite, il a commencé à recevoir des appels anonymes. On le sommait d'arrêter les développements sur les G-Scops sous peine de représailles. Le discours était assez fou. On aurait dit un enregistrement car impossible de dire un mot et tout semblait répété. En gros, ça lui disait d'arrêter de collaborer avec ceux qui se prenaient pour des dieux, ou c'est avec le feu qu'on combattrait le feu, jusqu'à ce que la nuit passe et l'aube approche. Le discours était clairement bioconservateur. Dans la foulée du premier appel, les serveurs d'Illusion ont lâché suite à un piratage. Cela sonnait comme un avertissement. Le lien fut aussitôt fait avec ce que Henry avait entrepris. Arnaud était furieux. Même si les serveurs de secours allaient prendre le relais et que les assurances couvriraient l'essentiel de ce type de dégâts, le temps perdu était monstrueux et les pertes se feraient sentir ailleurs. Arnaud reçut alors Henry dans son bureau pour lui en parler et lui demander où ça avait merdé. « Henry, tu te rends compte qu'on a 300 clients sur le carreau là ? Comment je m'attrape ça à moi ?» Mais je te jure, Arnaud, absolument rien n'a fuité. Nous ne sommes que 4 à travailler sur ce piratage, et tous ont une dent contre Gamma. Arnaud est donc allé porter plainte auprès de la police afin de faire marcher les assurances. Les policiers ont aussitôt fait le rapprochement avec d'autres affaires. Arnaud commença alors à mener sa propre enquête en marge des actions des Nekonata. Il eut alors l'occasion d'échanger avec 2 chercheurs travaillant sur un projet lié aux G-Scops. Eux aussi avaient reçu des menaces du même acabit, mais aucune tentative de piratage. Par la suite, lors d'un salon de l'innovation, il eut l'occasion de rencontrer Nicolas Bison. Arnaud y était invité en tant que conférencier pour parler des avancées de sa société. Nicolas Bison faisait d'ailleurs tâche dans le décor, puisqu'il s'agit d'un bioconservateur notoire. Pour sa défense, celui-ci est plus nuancé. Entre les extrémistes écolos, les extrémistes religieux, ceux qui ont un avis moins tranché, la palette de bioconservateurs est large. Nicolas Bison était particulièrement apprécié car il conservait une posture d'écoute et de dialogue malgré les critiques incessantes des plus radicaux des deux camps. C'est lors du cocktail que Nicolas alla à la rencontre d'Arnaud. Au début, ils ont un peu débattu de façon assez cordiale et Arnaud trouvait son approche assez intéressante. Puis Nicolas s'est mis à poser des questions sur le travail d'Illusio. Cela peut surprendre, mais lui aussi travaille dans le domaine du numérique. Au cours de la conversation, il demanda à Arnaud s'il avait été confronté à différents groupes de bioconservateurs moins nuancés que lui. Arnaud, méfiant, resta plutôt discret et se contenta de parler de l'attaque informatique subie et des appels téléphoniques. « Je suis inquiet, » lui dit Nicolas. « J'observe une activité assez importante parmi les groupes bioconservateurs les plus radicaux, justement à cause des G-Scops. Mais je ne saurais pas dire pourquoi. » Arnaud resta silencieux. Pour lui, il était clair que quelqu'un chez les bioconservateurs radicaux avait probablement connaissance des problèmes qu'allaient poser les G-Scops. Mais comment était-ce possible ? Mais revenons à Henry. Non seulement il avait avancé, mais lui et son groupe avaient réussi à aller au bout, aussi incroyable que cela puisse paraître. Ils avaient piraté Gamma. Y entrer ne s'était pas montré si compliqué puisque Galliard, une membre de l'équipe, était aussi une salariée de Gamma. Henry patientait dans l'espace virtuel de chargement des G-Scops, car le hack se passait essentiellement dans le métaverse de Gamma. Avec les années,
Ces derniers avaient interfacé le développement et l'organisation de leurs serveurs avec un univers virtuel. Les développeurs de Gamma ne travaillaient plus avec du code écrit, mais à la base de G3D. Il s'agit d'un langage de programmation prenant la forme d'éléments tridimensionnels cubiques que les développeurs manipulent avec leurs mains directement dans le métaverse. Henry s'apprêtait donc à entrer dans le métaverse accompagné d'un de leurs collègues, Tarorlan. Enfin, une quatrième, Daklen, surveillait les différents moniteurs et informait les autres de la situation. La hackeuse s'affairait sur son ordinateur à faire sauter les différents niveaux de sécurité. Elle devait ensuite matérialiser les avatars de Henry et Tarorlan directement dans la salle des codes, tout en les rendant invisibles. Tout va bien? Demanda Henry. Sois patient, Warzone. Ça ne s'ouvre pas comme une serrure avec un trousseau de clés. J'ai dû faire croire au serveur que l'heure était différente afin qu'il ne trouve pas suspect qu'un employé se connecte au back-office en pleine nuit. Galliard, c'était son pseudonyme, s'était donné pour mission de semer la pagaille de l'intérieur et avait rejoint Gamma spécialement à cet effet. Si Arnaud trouvait totalement inconscient de travailler sur cette opération avec quelqu'un de chez eux, cela facilita toutefois grandement la tâche. 3 semaines pour arriver à créer une porte dérobée à la salle des codes. L'heure de vérité a sonné. S'exclama Galliard en appuyant sur une touche du clavier. Les hackers se virent alors projetés dans une immense salle virtuelle qui avait tout d'une bibliothèque du 19e siècle. Un long et large couloir, dont le plafond formait une voûte, traversait celle-ci et permettait d'accéder aux différentes sections. Elles étaient établies sur 2 niveaux qui contenaient des étagères pleines de livres. On est bon. À présent, avancez-vous vers l'allée centrale et suivez mes instructions. Chaque section ressemblait à la précédente, et il était difficile de s'y retrouver pour qui n'avait pas l'habitude d'y travailler. Galliard guida alors ses collègues au bon endroit. Vous y êtes. C'est là que les choses vont devenir plus compliquées. Normalement, vous avez devant vous la section E7-220307. C'est l'intégralité du projet des G-Scops ? Demanda Tarorlan. Précisément. Vous devez tout scanner avec le logiciel que je vous ai filé. Il suffit de le placer devant chaque livre qui représente une portion du code. Et ça va prendre combien de temps, ces conneries ? Il y a bien 300 ouvrages. Soit 480 000 blocs de code. Vous avez 16 minutes. Après, il faudra retourner à la porte dérobée pour déconnecter vos avatars. Et surtout, souvenez-vous, ne touchez à rien pour éviter de donner l'alerte. Les 2 hackers firent chacun apparaître un petit appareil de scan dans leurs mains virtuelles. C'est la forme numérique que Galliard avait donnée à son logiciel de copie des données G3D. Au même moment, Arnaud entra dans la pièce. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bonsoir, monsieur. monsieur. Salut Arnaud. Comment ça se passe? Ça se passe. Arnaud se posa à côté des hackeuses pour suivre ce qui se passait à l'écran. Je ne comprends pas. Pourquoi une bibliothèque? Mais pour rendre le classement plus sympa. Pour accéder au code, le développeur prend le livre dont il a besoin, l'ouvre et son avatar est directement transféré dans la zone de bloc G3D correspondante. Waouh! Impressionnant. Mais comment allez-vous faire pour exploiter ce code dans nos langages habituels? Ça sera le travail le plus long. Il faudra qu'on le décompresse et ensuite qu'on recompile le tout ensemble. Le scan des blocs se poursuivait rapidement, et au bout d'une quinzaine de minutes, c'était terminé, C'est bon les gars, retournez-en. s'exclama Daklen. Les 2 hackers firent disparaître leur scan, tandis que Galliard recevait alors les données sur l'un des serveurs d'Illusio. Arnaud exprima son mécontentement car il n'avait pas été mis au courant de ce point de détail. Si ça venait à se savoir, il était dans une mer de monstres, Bah, un pétaoctet de données, il fallait bien qu'on les casse quelque part. rétorqua Daklen. Mais bordel, un péta, mais vous êtes marteau ma parole! On a des ennuis. S'exclama Henry. Merde, c'est l'antivirus de la salle des codes. Putain, ils ont chance du spectacle chez Gamma. Ironisa Tarorlan. L'antivirus en question dans le métaverse avait la forme d'un escadron de guêpes géantes qui disposait de 3 dards qu'elle pouvait lancer. Un à l'arrière, puis un à chacune des 2 pattes avant.
Je croyais que vous étiez bon sur le timing. Paniqua Arnaud. On l'était. Warzone ou Terrorland ont dû toucher à quelque chose sans le faire exprès. Courez! Mais où se trouve la porte? Ils se rapprochent. On dirait qu'ils peuvent nous voir. Je mets la porte en surbrillance. Vous ne pouvez pas la louper. Vous devriez la voir d'ici une centaine de mètres. Attendez, il y en a une autre sur notre gauche. Warzone, chez moi. Mais c'est impossible. À moins qu'on ne soit pas les seuls sur le coup. J'ai dû mettre les deux portes en surbrillance en le faisant avec la mienne. Et vous ne savez pas où ça mène. Aussitôt la porte franchie, Henry et Terrorland se calmèrent et reprirent leur souffle. On est bon. Bienvenue dans le monde réel. Après cette aventure qui aurait pu leur valoir quelques années à l'ombre, le plus dur fut finalement d'assembler les morceaux composant le code source des G-Scops. Mais le jour où Arnaud et Henry devaient se voir pour en discuter, Henry ne se rendit pas au travail. C'était assez surprenant puisque, même malade, Henry était toujours à l'heure. Et c'était bien souvent à Arnaud de lui dire de rentrer chez lui, ce qui ne l'empêche pas de travailler depuis son appartement. Arnaud tenta de le joindre plusieurs fois, mais celui-ci ne donnait aucune réponse. Comme il n'est pas venu non plus le lendemain, Arnaud se rendit chez lui. La porte n'était pas fermée à clé. Il découvrit alors Henry, gisant dans son fauteuil, mort, ses G-Scops autour de la tête. Il appela aussitôt la police, qui se chargea du reste. 3 jours plus tard, il fut conclu à une crise d'épilepsie. Les forces de l'ordre bouclèrent le dossier en avançant que c'était sans aucun doute lié à son autisme. Totalement aberrant. Henry n'était pas épileptique, autrement il n'aurait pas pu travailler avec les G-Scops sur le crâne toute la journée. Malheureusement, après le décès de Henry, les éléments relatifs à cette histoire ont tout simplement disparu. Des emails d'Arnaud parlant de ses doutes sur certaines fonctionnalités, à l'ensemble du travail de Henry réalisé pour Lusio, comme si rien n'avait jamais existé. Même son ordinateur personnel semblait aussi propre que s'il était sorti d'usine. La police, elle, se contenta de conclure que Henry procédait à une restauration système de son ordinateur au moment de sa crise d'épilepsie. Quant aux G-Scops de Henry, elles furent saisies le temps de l'enquête avant d'être rendues à Illusio. Même punition. Rien. Seul s'affichait un message d'erreur indiquant qu'aucun système d'exploitation n'était installé. Comme si elles sortaient tout droit de la chaîne d'assemblage. Ça n'avait aucun sens. Arnaud était paniqué. En effet, pour développer de nouveaux outils, Illusio bénéficiait d'un partenariat avec Gamma. Ces derniers fournissaient les ressources, le matériel, une partie du code source et entraient aussi au capital de l'entreprise. Cette spécificité leur donnait le droit de placer un chargé de suivi des partenaires au conseil de l'administration de l'entreprise. Ainsi, les développeurs pouvaient-ils déjà profiter des G-Scops et les utiliser dans leur quotidien professionnel comme personnel. En contrepartie de tous ces avantages, l'entreprise partenaire avait pour obligation d'adapter toutes ses solutions aux G-Scops et, une fois le lancement officiel du produit, Illusio avait 2 ans pour le déployer chez tous ses clients, puis en faire sa solution exclusive. L'objectif de Gamma était simple, forcer l'adoption en masse de leur technologie le plus rapidement possible. Afin de permettre à Illusio d'anticiper cette transition, Arnaud a embauché une personne à temps plein pour se consacrer à cette tâche. Il était alors paniqué non pas seulement pour la mort de Henry, mais parce que la personne embauchée pour ce travail, c'était justement Henry. C'est-à-dire moi, avant que je ne meure et que je ne sois plus qu'un fantôme du métaverse. L'enregistrement se poursuit sur quelques banalités sans intérêt entre l'avatar de Michael et le schéma résiduel de Henry, puis se termine sur les remerciements du journaliste. Quelques heures plus tard, l'avatar de Henry, qui fonctionnait en pilote automatique, était désactivé manuellement. Comme l'affichent encore les panneaux des anciens passages à niveau, utilisés aujourd'hui pour l'hyperloop, un train peut en cacher un autre.
c'est mieux. On en reparle après. Merci d'avoir écouté cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. La petite cloche, le petit pouce, le petit commentaire. Ça me fait plaisir à moi, mais surtout ça fait plaisir à l'algo, ce qui permet de faire connaître mon travail d'auteur à d'autres personnes qui ne le connaissent pas encore. Nous venons donc de rentrer dans le vif du sujet avec ce nouvel épisode de Magma Bleu. Nous rentrons dans cette histoire qui a besoin d'un temps de démarrage avec ses 2 premiers chapitres, et nous rentrons dans ce que j'appelle désormais les chapitres intérieurs. C'est-à-dire une succession de différents témoignages, parfois liés plus ou moins directement ou indirectement, témoignages qu'on peut écouter dans le désordre, mais qui, d'une façon ou d'une autre, vont vous apporter un certain nombre d'éléments pour ensuite rejoindre ce que j'appelle les chapitres extérieurs, là en l'occurrence retrouver Michael Cefangelo et ses interlocuteurs pour pouvoir arriver à la conclusion de cette histoire. Ça va chier dans les casseroles. Cette histoire devrait prendre fin sur le coup du 2e semestre 2024. Donc accrochez-vous, parce qu'il y a un petit peu de matière et de quoi vous donner des nœuds au cerveau. Je dis 2024, mais ça aurait pu être pire, ça aurait pu être 2025, puisqu'initialement, j'avais prévu que, passé le chapitre 1, chaque chapitre de mon histoire tienne sur 2 épisodes. Non pas pour avoir une plus grande longueur d'histoire en termes de minutes, mais que au lieu de faire un seul épisode de 24, j'en ferai 2 de 12, pour grossir le trait. C'est pourtant clair. Le problème étant que, à l'arrivée, c'est plus de travail pour moi, parce qu'il y a le montage, et finalement, même au niveau de l'enregistrement, c'est plus facile pour moi, et plus rapide, de m'occuper d'un seul épisode de 24 minutes que de m'occuper de 2 épisodes de 12 minutes. Alors je sais que YouTube aime bien ce type de contenu court, surtout pour des fictions audio, je sais que les gens aiment bien les contenus courts, mais après tout, c'est comme ça, les contenus courts, j'y arrive pas. Donc ce sera du contenu long. Ça plaît pas, vous commencez à me connaître. Après tout, une histoire, c'est comme un livre, hein. Ça se mérite. Et pour ça, il faut s'engager un petit peu, faut y mettre un petit peu du sien. Donc on sera sur des histoires qui, pour la plupart, seront des histoires qui feront entre 20 et 30 minutes, tout au long, donc, de Magma Bleu. En sachant que vous n'aurez pas du Magma Bleu tous les mois. Par exemple, le mois prochain et le mois d'après, je vais y revenir, on sera pas sur Magma Bleu. L'épisode 4 de Magma Bleu, ça sera en janvier, voire même en février. Puisque, comme pour le labyrinthe de Satan, eh bien, il y aura une alternance avec d'autres histoires, dont certaines feront partie de ce que j'appelle le Magmaverse, c'est-à-dire d'autres histoires dans le même univers que Magma Bleu. Je l'appelle le Magmaverse parce que, à l'origine de toutes les histoires, il y a Magma Bleu, comme je l'ai expliqué. Magma Bleu, c'est quelque chose que j'ai commencé bien avant tout le reste. Donc, même quand j'ai écrit les fantômes du métaverse, et que Magma Bleu n'était encore qu'à quelques pages en fait dans mon ordinateur, eh bien il était déjà question de Magma Bleu, il était déjà question de connecter mes histoires à Magma Bleu, que ça soit de près ou de loin, que ça soit à la même époque ou un siècle plus tard. Donc à l'arrivée, c'est pour ça que ça s'appelle le Magmaverse. Mon Dieu, tout est lié. Et puis, peu importe la longueur, je sais que certains d'entre vous sont très assidus, je les en remercie. Je les remercie de me soutenir. Un grand merci d'ailleurs à David Lebel qui apporte son soutien plus. Hein. On est sur le level Robocop dans mon Patreon. Puisque désormais il y a un Patreon. Il y a différents niveaux d'engagement et en conséquence différents niveaux de récompense. Ce soutien va se manifester par, entre autres choses, m'aider à financer la production de ces fictions audio, parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas gratuit, puisque ne serait-ce que l'espace d'hébergement sur lequel se trouve mon site internet et où sont hébergés les MP3 que certains peuvent écouter sur Spotify et Apple Podcast, rien que là, ça coûte un peu de sous. Et puis, à terme, j'aimerais, vous l'avez remarqué, j'ai changé de webcam, j'aimerais en faire de même avec mon micro, parce que le Blue Yeti a été un très bon micro pour commencer, maintenant j'en perçois les limites, et j'aimerais un micro sur lequel j'ai un peu moins de post-prod, puisque du coup, il n'y a pas juste quelques filtres dans Audacity, il y a également tout un travail manuel qui est fait sur tous les petits bugs, tous les petits pops. En tout cas, j'essaye le plus possible pour garder une qualité d'écoute et éviter de sortir les auditeurs de l'histoire. Donc, ce soutien, voilà à quoi il sert. Concrètement, il sert pour les fictions audio, pour pouvoir améliorer celle-ci et vous proposer du contenu toujours meilleur. Et donc le lien du Patreon est dans la description, je vous invite à aller y faire un tour
Pour ceux qui seraient du coup intéressés pour me soutenir de cette façon-là, je vous en remercie énormément. Vous avez évidemment remarqué qu'il y a eu un petit changement de décoration. Eh bien tout simplement parce que l'ancienne déco avait été faite lors de mes premières expérimentations sur Midjourney il y a plus d'un an de ça, voire presque un an et demi je pense. Et ça correspondait à des influences culturelles et visuelles de l'époque. Ça correspondait aussi à une vieille version de Midjourney. J'avais envie de quelque chose de neuf. De quelque chose aussi d'un petit peu plus lumineux, un petit peu plus mûr aussi au niveau des couleurs. Alors, contrairement à ce qu'on pense, ça n'a pas été généré en un clic sur Midjourney. L'iArt, c'est pas juste j'écris une requête, terminé, au revoir. Non, ça marche pas comme ça. Pour obtenir la base de ce fond, j'ai testé une quarantaine de variantes. En amont des requêtes, j'en avais déjà fait 40 autres avant de me fixer sur celui-ci. Et puis une fois que j'ai eu celui-ci, eh bien en fait il y a eu un certain nombre de corrections localisées ici et là, soit à coup d'IA, que ce soit Midjourney ou l'IA générative de Photoshop, et puis ensuite il y a eu toute une phase de montage photo pour pouvoir retirer ou intégrer certains éléments. Très subtil. Bien joué. Donc je pense que les copains du Club Repos en auront découvert la plupart, si ce n'est la totalité. Je vous invite à être attentif, à regarder un petit peu ce qu'il y a. En tout cas, c'est le fruit d'une bonne soirée, d'une grosse soirée de travail pour en arriver à ce résultat. Puis là, vous voyez le rectangle, mais à la base, cette image, c'est un carré. Donc il y a tout ce qui est en dessous et au-dessus. Pour conclure, deux choses. La première, je le répète, vous pouvez me retrouver sur Telegram. Je suis sur Patreon, mais ça fait plusieurs fois que j'en parle dans certaines vidéos. Maintenant, je suis présent sur Telegram. C'est beaucoup plus conversationnel que les autres réseaux sociaux, ça fait un petit côté bande de potes, et on peut échanger sur les différentes choses que je partage, ou même sur des choses que vous pouvez vous partager en commentaire. Donc pour ma part, ça va de ma veille dystopique, en passant par la dernière fiction audio, un certain nombre de vocaux, dont je suis très friand, pour faire part de réflexions, entre autres sur les contenus culturels. Récemment, j'ai poussé une petite gueulante sur la version woke moderne de Code Quantum, parce qu'ils ont touché à Code Quantum aussi. C'est salaud! Mais c'est de la merde! Et je me permets aussi de me lâcher un peu plus, puisqu'il y a un certain nombre de choses que je peux pas dire sur YouTube, et que je peux dire sur Telegram, puisque là-bas, globalement, on me fout plutôt la paix, et je suis seul maître à bord. Enfin, la dernière chose, eh bien, je vous retrouverai le mois prochain pour une fiction audio qui se passera dans le Magmaverse, mais qui sera pas directement lié à Magma Bleu, et qui est issu d'un défi que m'a donné Mister Ombeline. Mister Ombeline qui m'a donné un petit défi, c'est-à-dire qu'il m'a donné un décor, il m'a dit voilà l'univers dans lequel ça se passe, voilà, t'as ça qui se passe dans le décor, ton défi c'est d'écrire une histoire autour de tout ça. Et j'ai décidé d'intégrer ça au Magmaverse et de le connecter en même temps à l'actualité. On sera dans un délire un peu apocalyptique, peu beaucoup. On va tous mourir! J'ai hâte d'écrire cette histoire parce que je sens que je vais bien m'amuser avec ce petit défi que l'ami Ombeline m'a envoyé. Et puis, pour Noël, on aura une histoire de Noël qui se passera dans l'univers de Warhammer 40K. Et, je vous en dis pas plus, mais si vous regardez ma dernière vidéo, qui est une vidéo d'iArt au sujet de Warhammer 40K, je donne un gros indice dedans. Gros indice. Qui devrait quand même vous éclairer un petit peu sur l'idée que j'ai en tête. Et ça aussi, j'ai hâte de l'écrire. Cette histoire, ça fait 1 an que je l'ai en tête. Je l'ai en tête depuis Noël dernier. Et je n'attendais qu'une chose, c'était arrivé au mois de décembre de cette année pour l'écrire. C'est vous dire si le truc me tannait déjà. Et je suis impatient de me foutre derrière mon clavier en début décembre pour vous écrire cette histoire qui devrait sortir donc vers fin décembre, juste avant Noël. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Encore une fois, retrouvez-moi sur Patreon, sur Telegram. Et puis, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao!